Bonjour à tous, on vous fait découvrir les coulisses de l'OM avec Randstad et aujourd'hui on rencontre Mathieu, directeur de la performance. Je voudrais parler d'une étape assez importante dans ma vie et qui a un lien assez fort avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et on le voit là une nouvelle fois, Vercruysse, il est passé, Philippe Vercruysse pour Papa. C'est la saison 89-90 et notamment le match OM Lille qui est mon premier match. Donc, mon père était abonné ou partageait un abonnement avec des amis. Et quand j'avais 6 ans, il m'a emmené pour la première fois, donc on avait gagné je crois 4-2 à l'époque avec un triplé de Papin. J'avais fait un bac scientifique à l'époque. Mes 3 matières favorites, c'était les maths, le sport et la philosophie. J'ai choisi la philosophie comme cursus universitaire. Ensuite, je me suis rendu compte que la solitude qu'impliquait le travail de recherche ne serait pas forcément quelque chose qui me conviendrait à long terme en tout cas. Et du coup, j'ai rejoint PwC, qui est le leader mondial du conseil et de l'audit. J'ai eu un parcours assez classique dans cette structure. J'ai eu une progression normale. Je travaille sur des problématiques liées à la transformation des entreprises et avec une spécialisation dans le milieu financier. Il y a eu un moment assez clé, une sorte de détonateur pour moi. C'est quand j'ai découvert le monde de l'analyse footballistique par les statistiques en fait. En 2014, je suis tombé sur une métrique qui s'appelle les expected goals. Les expected goals, c'est attribuer à un tir en match, soit dans le jeu ou sur coup de pied arrêté, attribuer une probabilité que ce tir finisse en but. Quand j'ai découvert les expected goals et à quel point cette métrique en fait était prédictive et ouvrait le champ à des applications qui sont multiples, je me suis vraiment dit que là, il y avait un monde qui s'ouvrait pour moi. On peut travailler sur la performance collective de l'équipe. Donc, est-ce qu'une équipe marque autant de buts que ce qu'elle devrait marquer de buts? Et donc, est-ce qu'une équipe est en surperformance ou en sous-performance? Et qu'est-ce que ça veut dire à long terme en fait? On se rend compte qu'une équipe peut avoir des moments forts, des moments où elle est vraiment performante, elle marque beaucoup de buts, mais qu'en réalité, le fond de jeu et donc les fameux expected goals sont assez faibles. Et au final, on se rend compte que les courbes en fait tendent à converger. Donc une équipe qui marque plus de buts que ce qu'elle devrait, elle va finir par redescendre au classement. Et inversement, les équipes qui ne marquent pas beaucoup de buts mais qui se créent beaucoup d'occasions dangereuses vont en général rattraper ce retard. J'ai commencé du coup à moi-même produire des analyses, créer moi-même des modèles statistiques, faire des publications, travailler aussi sur l'aspect visualisation, sur l'aspect graphique, parce que je me suis rendu compte aussi que c'était ça qui permettait de communiquer, de faciliter la communication avec le grand public, parce qu'en l'occurrence, moi, c'était des choses qui étaient ouvertes au grand public. J'avais un site internet, j'avais un compte sur les réseaux sociaux. Il y a des membres du club qui sont tombés sur mes travaux. Ils étaient assez curieux de voir qui se cachait derrière ce site. Donc j'ai présenté mes travaux, j'ai présenté mon parcours à l'époque. Et au final, il n'y a pas eu de suite. En juin 2019, on dit « Ah bah tiens, regarde, on a posté une annonce sur LinkedIn, on cherche à créer une équipe data. » Et donc, on a besoin d'un manager et de 2 data scientists. Donc, est-ce que tu veux postuler? Donc, j'ai postulé et j'ai eu la chance, d'être retenu. Je pense que ce qui a plu dans mon profil, c'est que j'avais une double casquette. À la fois, j'avais la connaissance de l'analyse statistique et de l'analyse data appliquée au football. Et via mon cursus en entreprise, j'ai fait beaucoup de gestion de projets, j'ai fait beaucoup de projets de transformation. Et là, il fallait créer le département de toutes pièces en fait. J'ai 2 équipes sous ma responsabilité. Donc, il y a une équipe qui est vraiment spécialisée dans l'analyse de match. C'est l'équipe Game Analysis qui, elle, travaille vraiment au quotidien avec les différents staffs techniques, que ce soit à l'académie et l'équipe première, pour préparer les matchs et analyser les performances de match en post-match. Deuxième périmètre, donc c'est une équipe qui est plutôt axée sur la recherche et le développement, une équipe plutôt data, une équipe d'ingénieurs qui va travailler plutôt sur déterminer les éléments constitutifs de la performance. Qu'est-ce qu'une équipe performante fait de différent qu'une équipe moyenne en fait? Qu'est-ce qu'elle fait de plus? Donc, une fois qu'on a dit qu'elle marquait plus de buts, ok d'accord, elle marque plus de buts, mais pourquoi elle marque plus de buts? Elle se crée des occasions dangereuses. Ok, comment elle fait pour se créer plus d'occasions dangereuses? Donc quels sont ces éléments en fait majeurs qui permettent à une équipe d'être performante et aussi
à des joueurs d'être performants. C'est là où le travail est difficile, notamment sur les défenseurs. Un défenseur, est-ce que c'est un défenseur doit faire plus de tacles ou doit récupérer plus de ballons pour être performant? Ou est-ce qu'au contraire, un bon défenseur, c'est un défenseur qui, justement, par son positionnement, arrive à annihiler des actions de but. Donc tout ça, quelque chose qu'on doit faire lorsqu'on veut contribuer à des processus pendant les mercatos en disant « Ok, est-ce que ce défenseur est un bon défenseur ?» Si on veut y répondre, on ne peut pas se contenter de simplement regarder le nombre de ballons qu'il a récupérés. Donc ce que fait l'équipe plutôt orientée recherche, c'est de travailler justement sur ces problématiques pour pouvoir aider à la prise de décision des différentes parties prenantes impliquées dans la performance collective, donc les staffs ou dans le recrutement. La donnée, elle vient pour aider à la prise de décision, peu importe quelle prise de décision. Par exemple, lorsque le coach fait son 11 de départ, il prend une décision. Okay, il préfère faire jouer tel joueur à tel poste plutôt que tel autre. Et pour aider à ce processus, il a besoin d'avoir pas mal d'informations, il a son ressenti personnel, mais son préparateur physique, par exemple, va lui apporter de la donnée. Va lui dire, là, tel joueur, on voit que ses performances récentes en termes de kilomètres parcourus sont peut-être un petit peu en baisse, donc il va lui donner cette information. Et à partir de cette information, il va prendre une décision. Lorsqu'on recrute un joueur, d'avoir toute l'information possible autour du joueur. Donc l'information principale, elle vient des scouts, des recruteurs, parce que c'est eux qui vont aller voir les joueurs en direct, qui vont avoir le ressenti en fait principal sur ce qu'ils font sur le terrain, sur leur attitude, sur leur comportement, sur leur body language, comme on dit en anglais. Donc eux, ils ont vraiment cette connaissance de première main. Et la data, en fait, contribue à cette analyse, vient la confirmer en complément du travail des recruteurs. On a par match maintenant des jeux de données qui collectent à peu près 2500 à 4000 actions par match. Donc on commence à avoir ce niveau de détail avec exactement pour chaque action ses caractéristiques principales. Donc où est-ce qu'elle a eu lieu sur le terrain? Est-ce que si c'était une passe, est-ce qu'elle était ratée ou est-ce qu'elle était réussie? Est-ce que le joueur qui a fait la passe était sous pression? Donc on commence en fait seulement depuis le début des années 2010 à pouvoir faire ce type d'analyse approfondie et ça demande quand même des compétences assez particulières parce que je parlais de ces jeux de données où il y a 2500, 3500 actions par match avec beaucoup de colonnes pour caractériser ces actions, mais on a aussi en complément les positions des joueurs. Là je parlais juste des positions des actions, maintenant on commence à voir la position des joueurs. Et la position des joueurs, elle est enregistrée à 25 images par seconde. Donc ça fait des jeux de données qui ont plusieurs millions de lignes. Donc il faut avoir déjà les compétences techniques pour pouvoir manipuler ces jeux de données, donc ces compétences qui sont principalement liées à l'informatique. Et donc si on n'a pas cette compétence à la fois informatique et statistique pour pouvoir analyser ces données, on ne peut pas s'en servir pour ensuite transformer toute cette information, la digérer et la présenter ensuite aux décideurs. Et c'est pour ça qu'il y a entre 2010 où les données ont commencé à apparaître et maintenant où elles commencent à être généralisées dans le football, il y a cet écart-là parce qu'il a fallu créer cette compétence d'un point de vue universitaire, d'un point de vue scolaire, d'un point de vue recherche, pour ensuite pouvoir retranscrire et intégrer les différents processus. Et je pense aussi que le monde du football, petit à petit, s'ouvre à ça, les acteurs eux-mêmes s'ouvrent à ça, les joueurs, les recruteurs, les coachs, les dirigeants s'ouvrent petit à petit à l'utilisation de la donnée parce qu'ils voient le bénéfice qu'eux-mêmes peuvent en tirer. Utiliser la data dans le recrutement, c'est effectivement un moyen d'éviter de faire des erreurs. Il y a un impact immédiat qui est financier, qui est visible et on essaye sur chacun des critères de la décision de réduire la marge d'erreur, même si on n'a jamais de certitude à 100%. Dans le football moderne, la data, c'est quelque chose qui est devenu incontournable. Je pense que tous les clubs l'utilisent. Moi, je l'utilise un petit peu pour savoir l'intensité que j'ai mis dans mes matchs au niveau des courses, des kilomètres, des changements de direction. Après, je pense que je pourrais l'utiliser un petit peu plus, mais je sais que c'est très important pour les clubs et pour tout le staff. On espère que vous en avez appris un peu plus sur le métier de Mathieu. Rendez-vous au prochain épisode où nous parlerons avec Caroline, responsable de la section féminine.